C'est une carte son externe, mais d'un modèle un peu particulier. Il y a eu pas mal de cartes son sur EGS. La première a été celle qui a été faite pour Hyper Studio, je pense, à l'origine. Et c'était très très simple. Il y a eu des schémas de cartes son qui sont parus dans divers articles. C'était assez facile de faire une carte son. La première, c'est la Supersonic qui a été distribuée, faite par DGI, MD Ideas, qui a été faite effectivement, mais la carte son de Roger Wagner de Hyper Studio reprenait le même schéma, c'était très très basique comme fonctionnement. L'avantage de la Supersonic, c'est qu'elle était en deux parties. Elle avait une partie reproduction classique, et puis la partie enregistrement, on y ajoutait une carte piggyback, et on pouvait faire un enregistrement avec. Ça a été une nouveauté parce qu'à l'origine, le GS, donc, il est pourvu d'un processeur Ensoniq, processeur sonore Ensoniq, qui effectivement peut sortir sur 16 voix, 32 oscillateurs, etc. mais la sortie son n'est possible qu'au travers d'une carte spécifique. Elle n'est pas possible sur la sortie RCA classique. Donc il fallait obligatoirement avoir une carte. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Apple n'a pas implanté directement la sortie de l'Ensoniq en 32 oscillateurs directement. Bon, il fallait une carte supplémentaire. Donc ça, les fabricants ont très vite compris, ont très vite proposé des cartes comme ça. Et alors il y en a eu plusieurs. Il y a eu la plus connue probablement, c'est la Sonic Blaster. Parce qu'elle avait un équivalent avec la Sound Blaster sur PC, donc le nom rappelait un peu le truc. Et puis il y en a eu d'autres, il y a eu la Soundmeister de Econ Technologies, et puis probablement la plus performante, mais Antoine va me rafraîchir la mémoire, c'était, il y en a eu une autre, plus chère. La Blaster était super bonne, l'audio animateur excellente. La Soundmeister, et puis La Mockingboard. non, c'était pas vraiment une carte sonore, la Mockingboard. Enfin, elle n'était pas spécifique GS, je veux dire. Là, je parle uniquement des cartes spécifiques GS. Il y en a une autre dont j'ai plus le nom en tête, et qui est probablement la plus complète et la plus performante, mais à peu de choses près. La Sonic Blaster était relativement moyenne. L'audio animator est plutôt sur le haut de gamme, et puis il y en avait une autre dessus. Je crois que c'est la Soundmeister de Econ Technologies qui était au-dessus. Alors pourquoi? Parce que en fait, les cartes sonores sur GS, elles sont tributaires de parasites qui font que si effectivement on a une carte sonore à l'intérieur, il faut qu'elle soit de facture très, très, très pointue, très professionnelle pour éviter tous les parasitages liés à la proximité de la carte mère. Donc la plupart des cartes sonores sur carte uniquement avaient ce problème-là, d'un buzz permanent sur la sortie. Donc l'audio animator évite ce problème-là parce que c'est un boîtier externe. C'est un boîtier externe qui a une carte à l'intérieur, effectivement, mais on évite le parasitage parce qu'effectivement le boîtier externe est déporté. C'est une carte qui a été produite, qui est sortie fin 88, qui valait $250 à peu près à l'époque. Moi je l'ai acheté début 90, je l'ai payé donc $260. À l'époque ça faisait 1200 francs. Voilà. Et ça équivaut à 230 € aujourd'hui, grosso modo. Donc c'était quand même un matériel assez haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'il avait l'avantage de combiner en un seul boîtier toutes les fonctions qu'on peut attendre d'un périphérique sonore sur GS. C'est-à-dire qu'on a donc la possibilité de sortir en stéréo, évidemment, c'est la première fonction. On a la possibilité d'enregistrer en stéréo, avec deux possibilités d'enregistrement sur micro et sur ligne. D'une part, avec la possibilité donc de varier, de maîtriser le niveau sonore d'entrée avec deux potentiomètres en input et le micro un seul. Et puis la sortie phones, ici, qui part vers les enceintes. Et le top, c'est que c'est une carte qui est aussi MIDI. Donc il y a trois connexions MIDI derrière, in, out, through, pour utiliser un instrument MIDI avec les logiciels qui vont bien. Donc voilà, là c'est le top intégral sur GS de la fonction sonore à l'époque. Donc voilà, on va allumer ça, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà. C'est normal la fumée.
Donc l'écran Ça, c'est pas moi, c'est l'écran qui me marque. Ouais. C'est pas ma machine qui me marque comme ça. Ouais. Bon, c'est un matériel qu'on trouve aujourd'hui on le trouve en occasion, mais enfin c'est quand même pas fréquent. C'est quand même pas courant. On peut en sait quelque chose, puisque là, c'est facile. Ouais. Donc ça faisait un moment que j'en cherchais une, et c'est Antoine qui me l'a fourni. Donc c'est vraiment pas très fréquent, surtout de trouver le boîtier et la carte qui vont avec, parce que le boîtier on le trouve assez facilement. En général le GS lui est parti avec les cartes à l'intérieur, et puis le boîtier est resté là, et puis voilà, après on trouve des boîtiers seuls, mais le boîtier seul ne sert absolument à rien. D'ailleurs j'en ai un en rab si quelqu'un veut. Voilà. Bon, sans la carte ça va pas aider grand chose. Alors évidemment, quand on digitalise, on disait à l'époque, quand on numérise, on dit maintenant du son sur un peu de GS, il faut avoir de l'espace disque. Parce que forcément, les limites 800K de la disquette sont très vite atteintes. 800K, je sais pas, on fait quoi, 20 secondes 80 secondes. Ouais. 80 secondes de son sur une disquette 800K. En mono, à 11 kHz. Voilà, c'est ça. En stéréo, c'est la moitié. Donc, c'est 40 secondes. Donc il faut avoir de l'espace disque, donc avec un disque dur, là on peut enregistrer autant qu'on veut. C'est le Twitter du son. À droite, 40 secondes. C'est un truc important, vous avez chez vous. Un truc important. Ce mec, c'est un cagor, c'est donc on avait un logiciel qui était fourni avec, qui est à peu près identique au logiciel de la Sonic Blaster, hein. C'est quasiment la même chose. Sauf que il y a des possibilités un peu supérieures, mais l'interface est exactement la même. Donc ce logiciel permettait donc d'enregistrer et de reproduire, bien sûr, mais aussi des effets spéciaux, on va le voir, et surtout de faire varier les fréquences d'enregistrement et de reproduction. Alors effectivement, l'inconvénient c'est qu'il fallait se souvenir de la fréquence à laquelle on avait enregistré un son pour pouvoir le reproduire quand il n'était pas enregistré dans le format propriétaire. Donc les vumètres, droite-gauche, une petite cassette pour visualiser le truc, et puis à partir de là, on pouvait reproduire. Alors on va prendre une entrée, une sortie sonore. Voilà. Il y a encore des jacks pour les machines à coller. Il y a encore des jacks, oui, heureusement. Les machines sans jack, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plairait pas du tout. Alors on va prendre un truc au hasard. Donc là on a une reproduction qui passe par la entrée-ligne et qui repart sur le jack ici, avec donc la variation ici. Alors malheureusement ces engins-là, ça c'est nettoie, mais c'est très difficile parce que moi je l'ai nettoyé à plusieurs reprises, il n'y a pas moyen. C'est très compliqué. Il faudrait changer les sliders, il faudrait carrément changer les sliders. Pourquoi pas? Il faudrait les démonter, mais voilà. Donc, C'est un enfer, mais ça se fait. voilà, et donc là, on a les vumètres ici et on peut régler le niveau d'entrée ici. Donc à partir de là, on peut enregistrer ce qu'on veut. On va partir sur un enregistrement au taux maximal. Voilà notre enregistrement. Et voilà la reproduction.
Avec ces limitations, évidemment, on n'est pas sur du 48, sur du 16 bits, 48 kHz, etc. On est sur du 37 kHz. Ce qui est déjà pas mal quand même. Parce que... Alors après, j'ai pas réglé le niveau d'entrée. Peut-être que là, ça sature un peu. Peut-être que le niveau d'entrée était un peu fort par rapport. Les potards ne sont pas arrivés au niveau, mais je pense que le niveau d'entrée était quand même un peu costaud. Donc à partir de là, ce fichier son, on peut l'enregistrer sous divers formats, les formats propriétaires bien sûr, d'Audio Animator, AE, des formats compressés, et bien sûr de l'IFF pour récupérer sur des trucs classiques et le transformer en ce que l'on veut derrière. Voilà. Il y a la possibilité, s'il y a un éditeur graphique, hein, donc on peut en effet y appliquer des effets. On peut amplify, backwards, echo, fade down, fade up, etc. etc. Avec ça, ça permet de faire un petit traitement sonore en quelque sorte. Hein. Et puis, on a une fonction oscilloscope qui permet de voir un petit peu le déroulement du... Ça permet d'ajuster peut-être un peu mieux l'input. Bon voilà, ça c'est amusant. Ensuite, bon, on peut définir les canaux de sortie et d'entrée, pour les effets aussi. Et puis, les trucs classiques, cut, copy, paste, on peut manipuler le son que l'on a défini ici. On peut manipuler le son, en prendre une partie, recopier ailleurs, comme les auditeurs souvent aujourd'hui, enfin, c'est très classique. Mais enfin, au début des années 80, à la fin des années 90, des années 80, au début des années 90, c'était quand même un truc assez sympa. Bon, moi j'ai enregistré à l'époque pas mal de choses. Qu'est-ce que... Alors, c'est sûr que les autres, il y avait bien d'autres machines qui proposaient des possibilités sonores, effectivement. Ben oui, c'est clair. Ça, c'est sûr que... bon, voilà, ça c'est... À l'école, on apprend à lire, à écrire, Ça c'est mon fiston qui avait 3 ans à l'époque, que j'ai enregistré en 93, donc l'enregistrement est toujours là. Voilà, donc c'est une... je ne vous démontrerai pas ici le MIDI parce qu'il faudrait un clavier, il faudrait une installation particulière du MIDI, mais avec une carte MIDI et puis des liaisons ici, il n'y a aucun problème pour faire du MIDI avec le clavier. Voilà. Donc, on peut lui faire jouer des points mid alors. Donc on peut lui faire. Oui, si j'avais un clavier par exemple. Oui, tout à fait. On peut lui faire jouer des points mid sans problème. Alors ici, je l'ai couplé avec un ampli derrière, parce qu'en fait, le son, lui, il sort sur la sortie phones, qui sort sur les enceintes Bose, là. Donc il sort en format output classique sur les enceintes, et il sort en format ligne sur l'ampli, uniquement pour alimenter les modulateurs ici. Donc en fait, il y a deux dérivations, parce que les modulateurs, ils sont branchés directement sur la sortie ampli. Ce n'est pas des modulateurs à micro, c'est des modulateurs qui sont branchés sur la sortie ampli. Donc ce qui permet d'avoir en fait une sortie qui est indépendante, dans les deux cas, qui est indépendante du volume sonore. C'est-à-dire qu'on aura toujours, malgré le volume sonore, on aura toujours les modulateurs qui fonctionneront de la même façon. Bon, ça c'est moi qui ai fait le montage comme ça, parce que je ne voyais pas trop comment faire, sauf à augmenter le niveau sonore pour avoir la lumière qui va bien, etc. Ça c'est autre chose. Voilà le petit boîtier Audio Animator tel qui vous a été présenté aujourd'hui. Le problème qu'il va avoir, c'est que quand il y a trop de choses qui passent avec l'audio, l'AGS, ils sont complètement séparés. Il a sa propre mémoire. Et donc, en fait, il est complètement indépendant. Il peut faire jouer du son sans quasiment intervenir ni sur le bus mémoire, ni sur le processeur. Tu ne charges pas les tâches. Et donc, tu as des registres. Je sais que tu es un professionnel. Tu fais des choix sur lesquels tu vas t'appeler la carte.
Mais il le voit par... avec 4 sur fabuleux, parce que j'ai regardé la liste de spectateurs en disant on fait quoi avec ça, et personne n'a les musiques sont... Parce que là, il y a un milieu, même si moi j'avais un image, je le mettais sur le match, je trouve que c'était génial. Et sur moi, les mecs, avec la machine à 500 balles, ils n'arrivaient pas à faire. Parce que la Amiga a un très bon circuit sonore de filtrage de son en sortie. Donc ils font un truc très propre, c'est très beau. Pour ce qu'ils adorent, c'est 4 trucs, ils ont fait comme des deux. Parce que les mecs ont poussé, c'est comme si tu vois un mec avec 16 couleurs, t'as des gens qui font des graphiques magnifiques, on s'est cher, mais même quand tu prends un mec qui est dessiné en 16 couleurs, il va faire un truc magnifique, et toi, tu vas faire un triangle de pain de rouge, tu vas faire un de Noël straight moche, et tu as dit, bon, voilà, et c'est dire, et même quand nous entendons en théorie, le GS est meilleur en art, et en pratique, les mecs sur Amiga étaient meilleurs. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. D'ailleurs, la plupart des mods ont été faits sur Amiga, effectivement. Et tout ça, c'est des mods qui ont été faits sur Amiga, en fait. Voilà. En fait, oui, voilà. Sur Amiga. Alors, la soit le son, soit la personne, et t'as rarement les deux en fait. Parce que justement, sur les gars, quand tu joues, là tu dis, non, mais en fait, tu soit le son, soit le son, t'as rarement des jeux qui se les deux, parce qu'avec 4 canaux,